France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et tous les mercredis sur France Bleu Gironde, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Vous décrochez le téléphone si vous avez des questions concernant l'achat ou la vente d'une maison, d'un appartement, les questions d'héritage, de transmission, de fiscalité, de régime matrimonial aussi. On est en pleine saison des mariages, s'intéresser justement à un contrat de mariage et puis toutes les questions qui concernent les testaments. Viager, vous appelez le 05 56 19 10 10 avec notre expert ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et c'est maître Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon, qui est là pour vous répondre en direct jusqu'à 10h. Bonjour maître. Bonjour. Alors, double actu. On va parler des agriculteurs avec une campagne de communication lancée. Et oui, on n'oublie pas que les agriculteurs aussi ont des problématiques dans lesquelles les notaires vont les assister. Et puis, deux mots également, le marché de l'immobilier est totalement figé depuis l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout s'est arrêté ou presque. Alors pas totalement figé, mais effectivement on est sur une période de stand-by pour savoir ce qui va se passer. Ces périodes politiques sont jamais très rassurantes pour tout le monde, donc effectivement les gens attendent de voir ce qui va se passer. Bien, hésitation donc. Et concernant donc cette campagne, on a vu, alors elle tourne sur les réseaux sociaux, oui. Notamment vous allez sur la page Facebook de la Chambre des notaires de la Gironde, clip vidéo à destination des agriculteurs que les notaires évidemment accompagnent. Voilà, absolument, on accompagne les agriculteurs, que ce soit pour les transmissions d'exploitation en famille ou non, la rédaction de baux, de bail rural à long terme, fermage pour des parcelles de vignes, absolument, et les ventes de parcelles agricoles également. Location ou achat de biens, évidemment, pour les agriculteurs qui cherchent à s'agrandir. Allez voir le clip, il y a toutes les infos, évidemment, et toutes les facettes de cet accompagnement que propose la Chambre des notaires de la Gironde auprès des viticulteurs très nombreux évidemment dans le département. C'est la région. Et agriculteurs évidemment. Plus généralement, beaucoup d'appels et beaucoup de questions ce matin. À propos d'immobilier, Gérald à Saint-Médard-en-Jalles, maître, qui nous dit j'ai un projet d'achat d'un appartement en VFA. Quels sont vos conseils, les points importants à surveiller avant de signer et les avantages en matière de fiscalité? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Gérald sur ce projet d'achat d'un appartement en VFA, la vente en état futur d'achèvement? C'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi la vente sur plan. Ce qu'il faut vérifier quand on achète en l'état futur d'achèvement, ça va être d'abord les garanties d'achèvement que doit fournir le promoteur-vendeur, s'assurer que le projet pourra bien arriver à son terme si par malheur le promoteur malheureusement faisait faillite, et puis vérifier toutes les assurances obligatoires, l'assurance dommage ouvrage, les assurances constructeurs-réalisateurs. Ce sont des assurances qui fonctionnent pendant 10 ans à compter de la réalisation des travaux. En cas de problème majeur sur la construction, ça vous garantit les réparations et le financement de ces réparations par l'assurance. Vous parliez de promoteurs qui peuvent faire faillite. On voit également tous ces chantiers parfois à l'arrêt qui prennent en tout cas beaucoup plus de temps que prévu. Oui. Le principal problème, c'est le respect des délais. Le respect des délais. Ensuite, effectivement, dans les contrats de vente, les promoteurs prévoient des possibilités de retard en fonction des éléments de force majeure. Là, aujourd'hui, effectivement, en matière de vente sur plan, de vente en l'état futur d'achèvement, il peut y avoir des retards de construction compte tenu de la période actuelle. Est-ce que c'est un dispositif avantageux en termes de fiscalité? Alors, le fait d'acheter en l'état futur d'achèvement, il y a une fiscalité effectivement avantageuse, puisque si vous êtes dans une vente classique, le montant des impôts, des droits d'enregistrement représente 5,8% du prix de vente. En matière de vente en l'état futur d'achèvement, on est à 0,715% du prix de vente. Sur le prix hors taxe, en plus, c'est des prix qui sont soumis à TVA. Donc, c'est relativement avantageux. Et puis, parfois, les promoteurs, dans le cadre de la commercialisation, vous proposent des contrats acte en main, ce qui s'appelle les frais de notaire offerts en réalité. Oui, c'est ce qu'on voit souvent sur les affiches, voilà, frais de notaire offerts. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vous proposent un prix de vente, et dans le prix de vente sont inclus les frais d'acte notarié qui sont supportés par le promoteur. Ces investissements, acheter un appartement en VFA, c'est souvent destiné à de l'investissement locatif? Pas forcément, ça peut être pour de la résidence principale, ça peut être pour de l'investissement locatif. On a connu le dispositif Pinel. Les primo-accédants qui passent par... Des primo-accédants aussi. Alors,
Les primo-accédants, on leur explique bien qu'il y a des délais de livraison, donc c'est plus long qu'une vente classique quand on achète une maison, qui est de 3 mois à compter de la signature du compromis. Sur une vente à l'état futur d'achèvement, les délais sont un peu plus longs en fonction de l'état d'avancement du projet de construction. Et ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec son notaire, évidemment, pour aborder toutes ces questions liées donc à l'achat d'un appartement en VFA. Voilà pour Gérald à Saint-Médard-en-Jalles ce matin. Question au notaire et vous décrochez le téléphone 05 56 19 10 10 avec maître Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon, qui est là pour vous répondre en direct. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Vous décrochez le téléphone et vos questions également via les réseaux sociaux. On va reparler de testament, question qui est revenue à plusieurs reprises, notamment des questions de Stéphane à Talence, Virginie à Libourne, qui nous redemande dans quel cas un testament peut-il être déclaré comme étant invalide. Ça, ce sont des règles à respecter et attention, sous peine de nullité du testament en question. Absolument, il faut faire très attention quand on rédige son testament. Les règles de validité prévues par le Code civil, c'est le testament écrit de la main du testateur, de celui qui fait son testament. Il faut qu'il soit daté, il faut qu'il soit signé. Ça, c'est les règles de validité. Ensuite, il faut éviter qu'il soit raturé, rayé et qu'il y ait des dispositions qui soient trop sujettes à interprétation. Puisque le jour où on met en application le testament, celui qui l'a fait n'est plus là pour nous expliquer ce qu'il voulait. Donc il faut être le plus concis possible et le plus clair possible dans son testament, le rédigeant de sa main. Donc pas à l'ordinateur, en le signant et en le datant. Et pas de témoin qui signe lui aussi en disant j'étais présent ce jour-là, j'appose ma signature. Là, ça peut être là aussi une clause de nullité. Voilà, faut éviter que la personne bénéficiaire du testament le contresigne ou ce genre de choses. Donc ça, c'est le testament dit holographe quand on le fait soi-même. Quand on le fait devant notaire, c'est le notaire qui rédige le testament, soit en présence d'un autre confrère, d'un autre notaire, ou en présence de 2 témoins. Ça, c'est la forme du testament authentique fait devant notaire. C'est ce qui est le plus sûr. Évidemment, ce testament qui va être signé dans une étude sera ensuite enregistré dans un fichier central. Donc là, on le retrouve. Il y a plein d'histoires de famille où on retrouve des testaments dans les tiroirs. Là, ça permet de border un petit peu les choses. Pour le testament authentique, il est notifié sur un fichier, le fichier des dispositions de dernière volonté. Pour le testament holographe qu'on rédige soi-même, on recommande aux gens de venir chez leur notaire et de le déposer l'original chez le notaire, qu'il conservera dans le coffre-fort de son étude et qui va aussi notifier au fichier central des dispositions de dernière volonté. Ça permet, pour le cas où ce serait un autre notaire quelque part en France qui gérerait la succession, de savoir que chez tel notaire, un testament a été déposé. À telle date, question, si demain on retrouve un autre testament, dans la maison du défunt par exemple, ce testament réalisé, donc écrit et enregistré par un notaire, c'est ce testament qui va prévaloir. Alors pas forcément. Si on trouve un testament qui est postérieur à celui qui a été déposé chez le notaire, qui respecte les règles de validité et qui prévoit que ce testament retrouvé révoque toutes les dispositions antérieures, ça sera ce testament qui sera applicable. Ce n'est pas parce qu'on dépose un testament chez un notaire qu'il a plus de force qu'un autre testament fait postérieurement et laissé retrouvé chez le défunt. Bien, en tout cas là aussi des questions et des points importants. Donc question à poser à votre notaire. Les Français vieillissent et les cas de maladies, notamment Parkinson, Alzheimer, sont de plus en plus fréquents, des maladies qui touchent évidemment à travers en tout cas tous nos réseaux de connaissances, pas une famille épargnée. Il y a des questions justement sur ces majeurs qui sont parfois donc sous surveillance médicale, parfois également sous sauvegarde de justice, pas encore forcément sous tutelle. Est-ce qu'un majeur justement touché par ces maladies peut vendre un bien immobilier? C'est ce que nous demande Olivier à Cestas, en l'occurrence son père qui souhaite vendre un appartement à Villeneuve-d'Ornon qui permettrait donc à son papa de financer son EHPAD. Où sont les limites où on peut donc continuer à vendre ou pas, justement, quand on est touché par ces maladies dégénératives? Alors, vous parliez de sauvegarde de justice. En matière de protection des majeurs, on a 3 échelons qui sont progressifs en fonction de l'incapacité de la personne qui veut vendre. On commence par la sauvegarde de justice, c'est la mesure la plus légère, puis la curatelle renforcée, et enfin la tutelle. Alors, quand on est sous sauvegarde de justice, c'est le cas du papa d'Olivier. Rien n'empêche de vendre un bien. Là où il faudra être malgré tout vigilant, c'est que si par cas cette personne était placée sous un régime de protection plus important dans les mois qui viennent,
la vente pourrait être remise en cause si on arrivait à justifier qu'au moment où il a signé sa vente, il avait déjà plus toute sa tête. Donc il faut être extrêmement vigilant. Le notaire appréciera aussi la capacité de la personne qui va signer sa vente. Mais quand on est en sauvegarde de justice, juridiquement, rien n'empêche de vendre un bien, mais ça peut être risqué si la personne, encore une fois, est placée par la suite sous un régime de protection un peu plus important. Difficulté pour évidemment les personnes qui sont touchées, souvent des personnes âgées. Est-ce que les notaires se déplacent aujourd'hui dans les EHPAD, les maisons de retraite Oui, absolument. Les notaires se déplacent. Je reviens sur les régimes de protection. Aujourd'hui, quand on parle de tutelle, ça peut être quelque chose qui peut perturber un peu les familles, de se dire on va mettre papa ou maman sous tutelle. Il y a le régime aujourd'hui de l'habilitation familiale. On fait toujours appel au juge. C'est un membre de la famille qui va être habilité à représenter son père. Les membres de la fratrie également. Voilà, son père ou sa mère dans certains actes graves de la vie courante. Donc ils sont autorisés par le juge. Toujours sur avis médical, mais on n'a pas cet aspect tutelle qui peut être un peu traumatisant au sein de la famille. Et c'est important évidemment de rappeler que les notaires, donc on le disait à l'instant, peuvent se déplacer. Le rendez-vous n'est pas forcément dans l'étude du notaire, mais évidemment donc on prend en compte les difficultés des uns et des autres pour se déplacer, notamment les personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Claudine Abègle qui a cette question: qui va hériter en cas de décès d'un frère majeur célibataire et sans enfant? Elle nous dit: mon frère vivait et est décédé à l'étranger en Belgique. Est-ce que ça change quelque chose en matière de délai et de démarche pour la succession? Voilà. Alors, quand on parle de décès à l'étranger, il faut voir si la personne y était de manière temporaire dans le cadre de vacances ou si elle y était effectivement résidente. Non, visiblement, Claudine nous dit: mon frère vivait et est décédé en Belgique. Donc à ce moment-là, la loi qui va être applicable à la succession, ça sera la loi belge. Donc il va falloir se rapprocher d'un notaire belge qui sera chargé de régulariser la succession. Le code civil belge ressemble à de nombreux égards au code civil français. En France, par exemple, quand une personne décède sans enfant, ses héritiers sont, s'il n'y a pas de testament, ses héritiers sont ses frères et sœurs et ses parents. La fiscalité pour les frères et sœurs qui héritent d'un frère ou d'une sœur, En France, l'abattement est d'environ 15 000 €. Et ensuite, il y a une taxation pour le surplus, un barème progressif qui commence à 35%. Autre question qui revient, Claude à Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon. Claude qui nous dit: je suis propriétaire sans enfant, j'aimerais donner ma maison à mon filleul avec qui je n'ai pas de lien de parenté. Ça c'est important parce que souvent dans les filleuls, ça peut être une nièce ou un neveu. Bien sûr. Et Claude nous dit: ma question est la suivante: comment est-ce que je peux lui faire passer ce bien, donc cette maison sur le bassin, et faire en sorte de réduire les frais? Alors il n'y a pas de solution miracle. Il y a deux possibilités: soit de transmettre de son vivant, faire une donation, donation par exemple en nue propriété, ce qui permet de baisser la valeur transmise. Pour autant, il y aura une fiscalité assez lourde, surtout s'il n'y a pas de lien de filiation. La deuxième solution, c'est de prévoir un testament en disant: en cas de décès, je veux que le bien revienne à mon filleul. Où là, ça sera en vendant la maison que le filleul pourra acquitter les droits de succession. Les conseils de maître Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. On va revenir sur les mesures de protection. Julien Villeneuve qui écoute l'émission, qui nous dit vous venez de parler de tutelle et de curatelle. Qui désigne le tuteur ou la tutrice? Et Julien nous dit: est-ce que mon demi-frère peut s'y opposer à un placement sous tutelle ou sous curatelle? Alors la demande de protection, tutelle ou curatelle, fait l'objet d'une requête adressée au juge des tutelles en présentant également un avis médical fait par un médecin. Par exemple, un médecin qui est inscrit sur une liste auprès de la cour d'appel. La requête est présentée au juge et le juge va rendre une ordonnance de mise sous tutelle ou sous curatelle. Cette ordonnance peut être contestée. Ça me paraît quand même assez difficile à partir du moment où un médecin a effectivement établi un certificat médical en disant que telle personne n'était plus en mesure de gérer seul son patrimoine. Et c'est donc une décision de justice qui prononce la mise sous tutelle ou sous curatelle. Ça reste des mots qui font peur quand même, tutelle, absolument. curatelle. C'est pour ça que je vous parlais de l'habilitation familiale, puisque
les conséquences sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que quelqu'un gère le patrimoine pour vous, mais on n'est plus sur ce langage-là de tutelle ou de curatelle, comme vous le disiez. Ça respire plus le dialogue. Voilà, la gestion au sein de la famille. Ouais. Dans tous les cas de figure, c'est ce que les notaires recommandent. Il faut en parler librement de cette mise sous tutelle ou sous curatelle, y compris, et j'allais dire surtout avec la personne concernée. Et absolument, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou, puisque si par cas rien n'était évoqué et que la personne veut vendre son bien, si le notaire constate manifestement qu'elle n'est pas en mesure de signer cet acte, l'opération sera bloquée et il faudra lancer tout le processus de mise sous protection qui peut prendre parfois un peu de temps. Bien, il nous reste 2 minutes ce matin sur France Bleu Gironde. Encore 2 questions. Allez, Sandrine à Libourne qui voudrait savoir si un usufruitier peut vendre sa part d'un bien en indivision sans l'accord du nu propriétaire. Alors, déjà, il faut trouver un acquéreur pour vendre sa part en usufruit. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, éventuellement ? Oui, tout à fait. Alors, un usufruit est toujours transmissible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usufruitier ou le nu propriétaire ne peut pas imposer à l'autre de vendre la totalité du bien. Il faut qu'il y ait un accord de tout le monde, mais un usufruit est tout à fait cessible. La difficulté, c'est de calculer le juste montant d'une part en indivision. Ça va être de valoriser cet usufruit, puisque l'usufruit est un droit viager qu'on détient de son vivant et qui s'éteint par le décès. Il est constitué sur la tête d'une personne, donc quand on le transmet, il faut faire très attention à la rédaction de l'acte pour savoir à quel moment cet usufruit va s'éteindre. Allez, dernier SOS, Eric à Villandreau qui voudrait savoir, là aussi c'est une question qui revient fréquemment, quels sont les avantages d'un bail notarié par rapport à un bail rédigé par une agence immobilière Alors, le bail notarié, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Ça va être un acte authentique qui va avoir la force exécutoire. C'est-à-dire que si malheureusement le locataire ne paye pas ses loyers, avec le bail notarié qui est un titre exécutoire, ça permet de se présenter directement auprès d'un huissier de justice, un commissaire de justice désormais, qui va faire exécuter le bail et faire toute la procédure pour demander le paiement des loyers. Un bail fait par une agence immobilière, il faudra passer d'abord par une étape judiciaire, avoir un jugement qui va rendre exécutoire ce bail pour ensuite se rapprocher d'un commissaire de justice. Plus de sécurité. Absolument. Forcément, ça a un coût. Combien ça coûte un bail notarié ? Alors, un bail notarié, le coût est indexé sur le loyer mensuel. Voilà, donc c'est un demi-mois de loyer, plus toutes les formalités qu'on va faire, la préparation des titres exécutoires, des copies authentiques. Donc quelques centaines d'euros. Merci pour tous ces conseils, Maître Pierre-Antoine Montel. Et puis j'en profite également pour remercier tous les notaires qui se sont succédés à ce micro sur France Bleu Gironde chaque mercredi depuis le mois de septembre. Merci pour votre accueil. Et les notaires qui vont partir en vacances et qu'on retrouvera à la rentrée, donc au mois de septembre prochain. Plaisir. Merci Maître, à Merci bientôt. beaucoup. Et bonne bel journée été. à tous. Merci. Au revoir.